Mais toi, t'es qui, Magali? En fait, moi, Magali, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans l'univers de la finance et la fiscalité. Je suis juriste ingénieure en droit du patrimoine et de la famille et je suis spécialisée pour les entrepreneurs en finance et en fiscalité pour leur permettre de créer leur richesse personnelle grâce aux fruits de leur travail. Ok. Et donc, tu étudies le dossier de la personne. Comment ça fonctionne? En fait, les entrepreneurs qui viennent à moi, alors ça peut être chef d'entreprise comme toi, ça peut être une profession libérale, médicale, paramédicale, ça peut être une personne qui veut se lancer aussi, tu vois. Mhm. Elle va venir à moi et avec mon équipe, l'objectif c'est qu'on puisse comprendre son mode de fonctionnement. Nous, on aime pouvoir aller on va à controverse de ce que l'on pratique. L'objectif, c'est d'analyser en fait la situation professionnelle et personnelle. Parce qu'à aujourd'hui, quand tu es entrepreneur, finalement, tu es là, toi, en tant que personne, tu passes page 24, mais on va pas se mentir, quand même, on bosse comme des fous pour atteindre nos objectifs, en fonction des objectifs que l'on veut, bien sûr. Et donc, il y a la vie professionnelle de ce côté, et de l'autre côté, tu as la vie perso. D'accord? Mhm. L'objectif, c'est de comprendre l'intégralité de ton environnement, de manière à ce que tu aies une personne qui te conseille sur l'intégralité de ta vie pro et perso, afin d'anticiper les impacts au niveau de l'impôt professionnel et impôt sur le revenu, d'impacter aussi les problématiques que tu peux avoir en cas d'arrêt de travail, mais aussi pour venir créer ton patrimoine intelligemment. Et ça va dépendre vraiment de chaque personne. Chaque humain est unique. Faut de l'argent pour venir chez toi, en fait. Ah bah grave. Non, il faut de l'argent pour venir chez toi. Bah oui, il faut de l'argent, ouais. Ouais. Parce qu'on me paye sur honoraire. Oui, c'est une évidence. Mais je comprends ce que tu veux dire. En fait, est-ce qu'il faut de l'argent pour venir chez moi? Non. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir... quand on parle de cabinet de conseil privé, on se dit que c'est des montants astronomiques, qu'il faut gagner 10 voire 25 000 euros par mois, qu'il faut avoir un patrimoine de plus de 2 millions d'euros, des fois 1 million d'euros. Non, c'est pas ça en fait, une gestion de patrimoine. Enfin, c'est ça, une gestion de patrimoine par rapport aux caricatures passées. Par contre, nous, on est là pour vraiment travailler et construire le projet. J'ai des personnes qui ont démarré, que j'ai vu naître en tant que bébé entrepreneur, qui sont passées en statut de micro, on les a passées en société. Aujourd'hui, elles développent un patrimoine personnel, financier, immobilier. Et puis, elles ont leur entreprise qui sont dans une belle croissance avec des recrutements et des équipes externalisées aussi. Donc, il n'y a pas cette question de barrière, en fait, tu vois, psychologique par rapport à est-ce que tu as de l'argent ou pas. Ok. Donc, tu peux commencer à optimiser même avant de recevoir des gros montants. C'est ça que je veux dire. C'est ça, c'était carrément. ma question. Carrément. Ok. Et à qui tu t'adresses en général? Je m'adresse aux entrepreneurs. J'ai une passion pour l'entrepreneuriat, étant moi-même entrepreneur. J'ai connu tellement de barrières dans ma vie entrepreneuriale, dans la structuration de mon activité, sur les choix de statut. J'ai pris une énorme foudre par un avocat fiscaliste lorsque j'ai voulu m'associer dans ma phase d'association, qui m'a coûté un beau redressement fiscal avec une note salée d'impôt sur le revenu à 25 000 balles. Ça, c'était sur ma première année d'indépendance. Je peux t'assurer que j'ai vite continué à apprendre, à me former, à devenir vraiment une experte entrepreneuriale, parce que c'est pas sur les bancs de la fac que j'ai appris ça, c'est pas quand j'étais salarié ingénieur et juriste en cabinet de gestion privée, et c'est pas en banque privée que j'ai appris ça aussi, tu vois. C'est vraiment sur le terrain. Et qui de mieux qu'une personne qui allie la finance et la fiscalité, l'anticipation de l'URSSAF pour optimiser sa rémunération, qui peut accompagner d'autres entrepreneurs, parce que je comprends les problématiques de chaque entrepreneur. On les a tous, en fait. Peu importe le statut, peu importe la durée de vie entrepreneuriale et l'expérience que nous avons. Il y a une chose que j'ai compris avec toi aussi, c'est quand tu fais ça à l'URSSAF. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis la femme de Picsou qui va aller gratter toutes les lois de manière à venir optimiser la rémunération de manière à ne pas passer par la case URSSAF de manière légale, bien sûr, puisque en tant que juriste et ingénieur, j'applique les bonnes lois françaises et il existe beaucoup d'articles
et de règles au niveau de l'URSSAF et au niveau fiscal. Il y en a plus de 470 niches fiscales qui vont permettre de pouvoir réduire tout cela. D'accord. Et je fais ce joli petit geste très discret parce que j'en ai marre en fait d'avoir des entrepreneurs tous les jours quotidiennement qui appellent en disant j'ai une dette URSSAF de 16 000 euros, j'ai une dette URSSAF de 25 000 euros, je dois faire un crédit conso parce que j'ai plus d'épargne, parce qu'on n'anticipe pas ces choses-là, on n'apprend pas à piloter. Aujourd'hui, être entrepreneur en France, à l'époque, tu avais une demande il y a 25 ans en arrière, je parlais comme un dinosaure, mais tant pis, il fallait au moins 4 000 balles, 5 000 balles ou 10 000 balles pour créer ta boîte. Aujourd'hui, avec 1 euro, tu la crées. Micro-entreprise, en 10 minutes, c'est créé, mais ok, c'est pas parce que tu as créé ta boîte en 10 minutes et que tu as mis 1 euro de capital social que tu sais piloter ton entreprise, en fait. Et si tu veux pérenniser dans le temps, et encore plus dans un contexte économique dans lequel nous sommes, on est obligé de s'éduquer financièrement. Bien sûr. Est-ce que tu pourrais me faire une espèce de tableau des personnalités par rapport au patrimoine ? Est-ce qu'on arrive à lire les personnalités des gens par rapport au patrimoine qu'ils ont actuellement ou qui pourraient... Oui. T'as des exemples, des anecdotes ou des types de profils aussi Ouais, tu as le panier percé. Ouais, c'est la passoire. C'est la passoire, en fait. Là, je dépense sans compter, je mélange chiffre d'affaires et bénéfices, je rentre 1 euro, je peux sortir 1 euro. Et puis, il rêve de projets, il rêve de liberté financière. Il va écouter tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il va passer un temps... faut arriver à se dire que tout est facile. Ouais, oui, c'est ça, que tout est easy et que c'est tellement simple. Mais non, en fait, c'est pas simple. Faut bosser et il faut être bien accompagné. Et les différents profils. Alors, panier percé. Ouais. Ensuite, on a l'inquiétude, comment je peux dire ça ? L'angoissé. L'angoissé, ouais. Qui s'est déjà fait avoir. Offensif. Ouais, déjà l'angoissé. Ok. L'angoissé, c'est la personne qui... alors, c'est plutôt un profil féminin, soit qui s'est déjà fait avoir ou qui a jamais investi, elle a peur de se faire avoir. De se tromper. De se tromper. Et de pas être comprise, et de pas comprendre. Après, on a le profil prudent. Ça, c'est un profil qui est extraordinaire quand les marchés se portent très bien et que les marchés financiers font du 15%. On veut tout investir, on va investir, mais dès que ça se casse la figure, c'est votre faute, défaut de conseil, je retire tout. Alors que c'est le contraire qu'il faut faire. Donc, je grossis les traits, mais voilà. Ou le prudent qui veut que du sécurisé, mais par contre, il veut avoir le 15% de rendement. Et par rapport à la stratégie, c'est-à-dire que tu arrives à exonérer en gros de la majeure partie des impôts. Donc à chaque fois, tu vas étudier, voir si on peut le réduire, voire l'annuler. Yes. Et après, derrière, est-ce que tu as des anecdotes de gens qui ont investi dans des causes particulières ou dans des choses qui ont donné sens aussi à ton travail où tu te dis waouh, je sais pourquoi je bosse, quoi. Ouais, tous les matins. Tous les matins, mon leitmotiv, c'est de donner un sens concret à l'investissement que font nos clients grâce à nos stratégies qu'on leur met en place personnellement, et aussi de voir concrétiser certains rêves. Par exemple, une personne qui avait déjà un patrimoine qui était diversifié, qui avait déjà de l'immobilier locatif, qui avait déjà des voitures de luxe, et on lui a permis, elle rêvait d'investir dans l'art pour des jeunes créateurs, des jeunes artistes, et donc on lui a permis d'accéder à cela et d'obtenir une défiscalisation. J'adore. Et tu peux faire pour la santé, tu peux faire pour les recherches, tu peux faire pour les associations. On peut faire. Alors, les associations, il y a un dispositif spécifique qui est là pour ça, au niveau de l'impôt sur le revenu ou pour les sociétés. Pour les sociétés, ouais. Ça s'appelle du mécénat. Ouais. Mais après, dans le cadre de l'optimisation d'impôts, que ça soit professionnel ou personnel, j'ai des personnes qui investissent auprès de seniors pour leur permettre d'avoir une maison de retraite à leur domicile. D'accord. Voilà. Ça, c'est un exemple de personne que tu as déjà eu qui a géré ça. Tout à fait. Qui a investi là-dedans. Qui a investi là-dedans. Des personnes qui ont investi dans des parcelles en Champagne et qui sont récompensées, plutôt que d'avoir un rendement financier, elles ont leur cru. Donc, elles reçoivent leur bouteille de champagne en fin d'année.
des personnes qui ont investi aussi dans le Bordelais, dans les forêts aussi. L'investissement dans les forêts, ça permet d'anticiper la transmission, de réduire les droits de succession, de réduire les impôts aussi certaines fois. Et puis quelque chose que je trouve hyper concret et on est vraiment dans le développement durable et dans la finance durable, ça c'est vraiment l'une de nos valeurs au cabinet, c'est de permettre aux agriculteurs de pouvoir s'installer ou de développer leur activité. Et on sait clairement par nos régions quelle entreprise on a, quel groupement agricole ou quel agriculteur personnel on a pu aider. Et on peut aller leur rendre visite. Et puis après, permettre aux entreprises de se développer en croissance, puisqu'aujourd'hui, d'un point de vue économique, les banques ne prêtent plus. Donc c'est très compliqué quand même par rapport à la tension inflationniste que nous avons. Et nous avons la possibilité d'investir pour développer, pour développer et créer ce que souhaitent les porteurs de projets de sociétés type start-up ou des PME qui sont déjà installées. T'as déjà vu des incohérences d'investissement par rapport à la personnalité réelle de la personne ? Une incohérence ? Ouais, une incohérence que tu as constatée, c'est-à-dire que la personne, elle est pourtant prudente, mais elle a fait des choses inconsidérées, ou au contraire, d'habitude, elle est imprudente, et puis au final, sur un des investissements, elle a été trop prudente alors qu'elle n'aurait pas dû. Est-ce que tu as des exemples un peu fous ? Oui. Ou drôles. Ou des trucs de taré dès le départ. Notamment dans l'immobilier, le français est féru d'immobilier, c'est la valeur refuge. Donc, une personne qui a liquidé, parce qu'elle avait peur en fait du système bancaire, elle voulait plus laisser aucune liquidité en banque. Elle a tout investi dans l'immobilier, elle s'est endettée au maximum qu'elle pouvait faire. Et finalement, elle a voulu faire confiance à des proches, mais pas à des experts. Donc, on l'a récupérée avec cette situation-là, sur laquelle tout son patrimoine était figé dans l'immobilier. Donc, il faut savoir quand même que c'est une valeur qui est illiquide. Donc, on peut pas du tout... tu peux pas dire, j'ai besoin de cash, je vends la salle de bain de tel appart, tu vois. Je connais beaucoup de personnes qui sont dans l'immobilier. Au final, au quotidien, ils donnent l'impression d'avoir de l'argent, mais en fait, ils ont moins qu'une personne qui a un petit salaire. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et cette pauvre personne s'est faite avoir en faisant confiance. Et elle s'est retrouvée avec beaucoup de locataires qui ne payaient plus parce que les biens étaient des passoires énergétiques et qu'il y avait énormément de travaux à effectuer. Donc, plus possibilité de faire des travaux. Donc, au final, elle se retrouve à devoir vendre certains biens bradés, puisqu'avec les nouvelles normes énergétiques que nous avons depuis quelques années maintenant... On vous donne les adresses. Non, je plaisante. Horrible. C'est des valeurs qui ont baissé. Ouais. Donc, est-ce que c'est plus intelligent au final que d'avoir diversifié les choses ? Je pense pas. Mais elle a voulu faire confiance. Et encore une fois, c'est la peur. C'est la peur qui est le manque de connaissances. C'est sûr qu'en tant que débutant, tu peux t'imaginer et te dire... parce que tu dois faire confiance à un cabinet, donc une personne, celle qui dirige la société. Et si tu te trompes, t'as plus rien. C'est ça, c'est l'idée que se disent les gens. Hein, oui, tu vois, c'est pour ça que nous, on n'est pas sur... Parce qu'il n'y a pas que le défaut de conseil. C'est, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que quelqu'un te donne un mauvais conseil, c'est un truc, mais si ça te fait perdre l'entièreté de ton argent, même si c'est diversifié, imaginons que tous les trucs qui sont conseillés sont mauvais, la personne, elle se dit, parce que c'est soit ils se disent, soit je choisis la bonne personne et il n'y a pas d'erreur, soit je choisis la mauvaise personne et il y a tout qui se casse. Ça, c'est la peur, hein, bien sûr, mais qui se casse la figure, quoi. Tu vois ? Aujourd'hui, tu vois, on a pu faire des petites caricatures de conseillers en gestion de patrimoine, mais je l'ai vécu en tant que salarié, d'avoir des personnes venir et pleurer parce que on leur avait fait faire des mauvaises choses, dans le sens où... les lois Pinel, il y en a eu beaucoup. Ouais, de Robien, il y a eu des lois Malraux aussi. Mais encore une fois, c'est pas la loi qui est mauvaise, c'est les promoteurs immobiliers et les vendeurs de Pinel. Donc, en France, le conseiller en gestion de patrimoine est décrié comme un vendeur d'immobilier ou d'assurance vie. Un vrai conseiller en gestion de patrimoine, c'est bien plus que ça. Il est là pour faire du travail sur mesure. C'est comme sur les fringues. Toi, soit tu vas chez Tati ou chez Primark, ou tu commences à monter un petit peu dans du prêt-à-porter type Morgan, Naf ou je ne sais qu'est-ce, ou alors tu vas avoir ta couturière ou le tailleur sur mesure ou le luxe et le haut de gamme. Mais au final,
plutôt que d'aller acheter 3 gros sacs chez Primark où tu vas dépenser peut-être 200 balles, alors que tu vas aller acheter une pièce unique que tu vas garder parce que ça va être de la qualité, circuit court, tu vas savoir où est-ce que c'est, et puis tu n'auras pas la même sable que tout le monde a. Là, pareil, ça se discute. Des fois, tu paies la marque, tu paies pas la confection forcément. Ça, voilà. T'as des sacs qui sont en plastique et ils sont vendus très cher. Hein. Il est vrai. Il est vrai. Mais du coup, t'achètes l'image. Oui, t'achètes l'image, bien sûr. Du coup, c'est ça qu'on va avoir au niveau de la défiscalisation. Moi, je me retrouve avec des clients qui continuent à payer encore plus d'impôts et on leur a fait 3 pinels. Et c'est normal. On a récupéré une cliente, justement, qui était anxieuse d'investir, où sa banque, où elle y est depuis 15 ans, lui avait fait investir dans un Pinel à plus de 300 000 euros. Ah, c'est la banque directement. La banque a le droit de te conseiller en immobilier. Oui. Mon Pinel est terminé depuis janvier 2025, le 31 décembre 2024. Mais maintenant, on a d'autres biens de commercialisation qui sont là, qui sont présents. Moi, je pense que le tout est une question de faire de la recherche. Tu vois, nous, par exemple, de l'immobilier, on en fait pour nos clients, mais on le fait en mandat de recherche immobilier. C'est-à-dire qu'on porte la carte. Tu viens dès le départ, transaction immobilière. Oui, c'est ça. Et quelle stratégie on met en place? Et en fonction de ça, on va trouver des biens off-market pour nos clients. Un jour, j'ai vu un commentaire sur toi d'une personne qui disait « Oui, ce que vous faites, c'est illégal. » Enfin, et moi, je me suis dit « Mais en quoi ? En quoi ? Non, mais c'est la méconnaissance, tu vois. Oui, voilà. Mais ils disent, moi, j'ai mon expert comptable, vous, c'est illégal. Comme si t'avais pas comme si t'avais pas les agréments, alors que les agréments, c'est les mêmes. Alors, un expert comptable, lui, il va travailler la comptabilité, une partie de la fiscalité par rapport à la collecte de l'impôt. TVA, URSSAF et impôt, le calcul de l'impôt sur le revenu. URSSAF. Ou sur la partie impôt sur les sociétés. Mais il n'y a pas d'anticipation, si tu veux. Donc oui, il va jouer avec des règles comptables et il va appliquer certaines règles du Code général des impôts. Oui. Mais pas tout. Comme un avocat fiscaliste va appliquer certains articles du Code général des impôts pour mettre en place, articuler certaines stratégies. Mais nous, on a des outils et on les... Enfin, je les invente pas, hein, c'est dans le Code général des impôts. Hein. Alors, c'est pas sexy, hein, mais nous, on adore ça. Toi nous, avec mon équipe, pas non avec mon équipe, on adore le Code général des impôts, on adore le Code civil, on adore le Code monétaire et financier, le Code des assurances et faire du conseil de haut de bilan parce que c'est quelque chose qui fait qu'on articule vraiment, on fait une vraie, tu vois, une partition de musique. Oui. On la crée. Avec des gammes en fonction de la mélodie qu'on va lui mettre. Ouais, il y a des notes et tout le monde a les mêmes notes. Enfin, tout le monde pourrait, avec ses connaisses, faire la même mélodie, mais il faut avoir ces connaissances-là. Et pourtant, tout le monde n'est pas Mozart. Non, c'est sûr. Et puis, vu les gestionnaires de patrimoine... est-ce que tu en as déjà, rencontré qui ont fait des boulettes, mais terribles, des gros dégâts? Oui. De quel type? Dans de l'investissement immobilier. Je pense aussi au cas... Ah oui, mon Dieu. Une personne qui était atteinte d'un cancer, il avait un contrat d'assurance vie qui était très vieux, qui avait plus de 20 ans. Donc, il avait un rendement qui était garanti nettement supérieur à ce que faisait la performance à cette époque-là, avec les marchés financiers. On était en période de crise, et... pour gagner des commissions et faire des objectifs de collecte. Moi, j'appelle ça des bâtons, tu sais, chez les assureurs ou les banquiers. Tu sais, ça fait partie des assureurs là qui se déplacent, qui viennent chez toi frapper à ta porte. Oui. Et en fait, il a clôturé ce contrat-là pour en faire un nouveau. Sauf que cette personne, en fait, était atteinte d'un cancer. Okay. Donc, il a souscrit un nouveau contrat. Malheureusement, il est décédé. Aïe. Nullité du contrat. Ça veut dire que, si tu veux, cette personne qui avait plus de 300 000 euros sur ce contrat-là, qui revenait en fait à ses enfants. Oui. Normalement, ce que tu as sur l'assurance vie, c'est transmis hors droit de succession. Oui. Donc, tu vois, au moment où la personne décède... T'as pas un plafond? Alors, c'est 152 500 euros par bénéficiaire. 152 500. 500. Ouais, d'accord. Okay. Désolée, les chiffres et moi. Ah ouais, d'accord. Ok. Excuse-moi. Heureusement que c'est pas 0,30. Attention à l'URSSAF.
Et en fait, on a eu une nullité du contrat. Ouais. Donc, c'est-à-dire que l'assureur a dit, mais attendez, vous nous confiez des primes, on parle d'assurance. Donc, le code des assurances repose sur un aléa. C'est-à-dire quelque chose qui peut se produire, mais dont on ne connaît pas le moment où ça va arriver, la manière dont ça va arriver, le décès d'une personne, est-ce que c'est un accident, une maladie, mourir de vieillesse, peu importe. Et en fait, on a une nullité du contrat. Donc, c'est-à-dire la nullité du contrat, elle engendre quoi ? Elle va venir dire que, en fait, ces 300 000 euros, elles sont réintégrées à la succession. Ah, donc tout d'un coup, elles deviennent imposables. C'est taxable, c'est taxé. Oh la vache. Sauf qu'on se retrouvait Surtout avec que des à enfants. moitié, je pense, en plus. Comment ? Ça doit pas être à moitié en non. plus. Ouais. Non, parce qu'on avait un patrimoine qui était à pas loin de 2 millions d'euros. Ouais. Et que ces sommes-là devaient permettre justement aux enfants qui étaient pas loin de la majorité de pouvoir continuer les études, tu vois, de suivre leur parcours d'étudiants et de pouvoir préserver le patrimoine parce qu'il y avait des droits de succession à payer. Ouais. Et puis en hommage aussi à leur papa, quoi. Et en hommage à leur papa. On se rend pas compte, en fait, les dangers que les choses peuvent avoir. Mais c'est aussi, j'ai rien contre ces personnes-là, c'est qu'à un moment donné, au niveau du système financier, on appelle ça le retail dans le jargon, donc vraiment on est sur de la finance de détail, de grand public. Il y a tellement une oppression de l'objectif qu'on va nous mettre une pression de dingue et peu importe ce qui peut se passer. Donc si on est un manager qui comprend, c'est OK. Si on est un manager qui peut arriver même à faire du harcèlement moral, comme j'ai pu connaître par le passé, bien sûr. C'était en dualité permanente. Et même des clients, entre guillemets, parce que si le banquier est harcelé lui-même pour ses objectifs, il sait pas comment faire pour essayer de convaincre les clients, donc il devient lui-même harceleur, en fait. C'est ça. Et j'ai vu pas mal de personnes qui sont dans la banquier d'affaires démissionner à cause de ça. Parce qu'ils supportaient plus se voir dans la glace de vendre des choses à des petites mamies qui en avaient pas besoin. Et j'ai l'exemple d'un de mes banquiers, là, je le nomme pas, qui... Bisous le banquier. qui tu connais. Ce qui lui est arrivé, là, c'est qu'il a un peu cessé de conseiller les trucs qu'on lui a dit de faire et il a envie de suivre vraiment son parcours de réellement banquier d'affaires, quoi. Et c'est tellement mieux. Moi, j'ai toujours dit... je me sens libérée. Ben oui. Tu vois, alors qu'avant, je le sentais... je me souviens, j'avais une petite notification dans mon truc de banque. Et après, c'était lui qui m'a appelé. « Au fait, ça va, nanana, comment allez-vous ?» Est-ce que ça vous dit de passer à la banque ? Et là, je me dis, oh là là, il va me proposer quoi ? Puis j'y connais rien. Et je l'ai stoppé une fois parce qu'il m'a envoyé un truc que j'ai envoyé à mon frère qui est dans la finance. Et mon frère m'a pas fait de détails, il m'a juste dit c'est pas intéressant pour toi. Et depuis aussi, pareil, il m'a rien reproposé derrière. Mais je sais qu'il était complètement... tu vois, comme tu dis, c'est difficile d'en vouloir à des personnes qui sont pas gestionnaires en patrimoine, parce qu'ils le sont pas, eux pour le coup. Et de jouer ce rôle-là, parce qu'on les force à jouer ce rôle-là, quoi. Oh, mais carrément. Et tu vois, t'as employé un terme très intéressant. T'as dit « il m'a proposé ». C'est même pas « il m'a conseillé ». Il m'a proposé. Donc ça veut dire que tu t'es senti dans l'acte de vente, mais pas dans le positionnement qu'il est là pour ton intérêt à toi. Oui, non. Mais je le sentais, alors que là, je le sens vraiment totalement différent. J'ai vu qu'il y avait un switch qui s'est passé, il a monté en compétence aussi, je pense. Et qu'il s'est dit, tiens, je me libère de mes chaînes, quoi. Et si on accompagne bien nos clients sur la durée, la pérennité, qu'on s'intéresse à eux, après, on est humain ou on n'est pas humain, et je pense que même en étant dans la finance, on peut être empathique. La preuve en est. On peut se plier en quatre pour les clients, pour leur trouver des solutions. Tu vois, je pense le mois dernier, j'ai eu 5 infirmiers libéraux, hommes et femmes, qui sont arrivés à moi en me disant j'en peux plus, je suis épuisée. J'ai reçu un rattrapage des impôts au mois d'août. Je partais en vacances, c'était le jour de mon départ en vacances. Oh, putain. Je suis restée figée devant ma feuille d'impôt à pleurer pendant une demi-heure. Parce que tout l'argent que j'ai mis de côté, tout le travail fait pendant 8 mois, j'ai dû tout ressortir pour payer un rattrapage des impôts sur les 4 derniers mois,
plus un courrier de l'URSSAF pour un rattrapage, plus leur caisse de retraite obligatoire et complémentaire. Donc là, tu te dis, il y a vraiment un problème. On parle qu'en France, on a des soignants qui en peuvent plus, mais posons-nous la question, à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas une problématique dans l'éducation financière qu'on peut apporter aux entrepreneurs ? Parce qu'un soignant, il n'est pas formé à la finance. Mais ils se sentent pas entrepreneurs. Donc c'est pour ça que quand je te demande à qui tu t'adresses, il y a une partie entrepreneur. Mais ceux qui se voient infirmiers, infirmières, les professions libérales. Tu vois, par exemple, mon père, on en a parlé à un moment donné, il est médecin. Je sais plus qui m'a dit hier, oui, mais toi, tu viens d'une famille où il y a un père qui est médecin, donc tu connais l'entrepreneuriat. Je dis, mais walou, que dalle. Mon père, il a mis sa plaque, il a eu plein de demandes. Malheureusement, il y a beaucoup de maladies comme ça et très peu dans sa spécialité. Et ça a flué tout de suite. Donc, comme tu dis, tête dans le guidon. Ne se sent pas en danger financièrement parce que sécurisé par le fait d'avoir une grosse affluence. Par contre, à l'heure, lui, il mettait le b.a.-ba au niveau finance pour faire payer les gens parce que lui-même était en sécurité, se sentait en sécurité. Mais à côté de ça, les infirmiers dont tu parles, c'est totalement ça. C'est-à-dire, ils ont la tête dans le guidon, mais si tu leur dis vous êtes entrepreneur, ils vont dire bah non. Je suis à mon compte parce que je me sens mieux de passer d'un truc à l'autre, d'être un peu indépendant. Ils se sentent indépendants, mais ils se sentent pas, je pense pas en tout cas, pour en côtoyer. Quand tu dis entrepreneur, ils se disent ah ben non, moi je suis pas là pour gagner de l'argent, je suis là pour aider les gens, faire bien mon boulot, vivre de mon truc et puis de me sécuriser. Je pense que, c'est toi qui les connais mieux que moi par rapport aux finances, mais ils ont même plus ce sentiment de sécurité en fait aujourd'hui. C'est ça, c'est grave. Ils l'ont même plus et ils en sont à un point où se demander s'ils vont pas revenir salariés. Ils préfèrent repartir faire des heures. Pas dormir pendant 48 à 72 heures et repartir en milieu hospitalier que de rester libéraux. Alors que ces personnes-là, une fois qu'ils sont passés dans nos mains et qu'on leur a créé leur propre stratégie par rapport aux objectifs professionnels et personnels, mais on arrive à des résultats qui sont extraordinaires. Anecdote, je veux un exemple chiffré. Un exemple chiffré, tu vois, une personne qui génère 150 000 € à peu près de bénéfices en tant qu'infirmier libéral. Bravo déjà. Ben oui, c'est un super chiffre pour un infirmier libéral sur une île extraordinaire dans les Dômes. On lui a permis en fait de pouvoir sortir du cash à titre personnel par rapport à sa boîte. On a structuré toute sa partie professionnelle. On a éradiqué sa fiscalité et on lui a permis d'investir. Et on l'a éduqué financièrement par rapport aux dépenses parce que schéma panier percé. Oui. Au final, les résultats concrets chiffrés, ça a donné quoi ? Il a pu investir dans l'immobilier. Il se génère un revenu complémentaire qui n'est pas dépendant de son temps de travail. Oui, ni même de son activité professionnelle. C'est autre chose. Exactement. 1 370 € par mois. Bien. Cas concret. Ah oui. De l'autre côté, il a compris qu'il y avait 500 € par mois qui partaient en futilité. Donc, le fait d'avoir réorganisé tout ça, aujourd'hui, plutôt que de mettre 150 € sur son livret A, on place 500 € qui est diversifié. Ce qui est extraordinaire. Complètement. Et on a réduit l'entièreté de sa fiscalité. Donc, il a fait une économie d'un peu plus de 25 000 € d'impôts. C'est énorme. Et il se sort un revenu de 1 250 € de plus par mois. De plus, incroyable. Par mois. C'est incroyable. Voilà. C'est bien. Je le fais, c'est pas de la magie. C'est juste les règles françaises. Est-ce que, honnêtement, quelqu'un aujourd'hui a discuté avec son expert comptable pour demander quelle richesse personnelle vous voulez vous créer ? Ah non, jamais il m'a posé cette question-là. Pourtant, il est perché, mais non. Il est vraiment perché. Il est sur TikTok, d'ailleurs. Excellent. Ah ouais. Il est pété. Mais il est vraiment expert. Quand on va voir un expert comptable, c'est quel chiffre d'affaires vous prévoyez de faire cette première année, deuxième année, troisième année, prévisionnel, bim, bam, boum, emballé, c'est pesé. Et encore. Moi, il m'a pas fait ça, je crois. Oui, alors moi, la première fois où je suis allée voir un expert comptable, donc il y a plus de 7 ans maintenant,
Je suis allée voir le plus vieux le plus vieux de la vieille en termes d'expérience et de cabinet. Ça rassure. Oui, ça rassure. Tu te dis justement, tu vas voir quelqu'un qui a de l'expérience, qui a plus de 30 ans, de la bouteille. Ouais. On parlera d'une anecdote après qui m'est arrivée hier justement par rapport à cette expérience. C'est pour ça que je souris. Et du coup, cette personne-là me dit, mais Mathé, pourquoi vous voulez vous installer, créer votre cabinet ? Mettez-vous en micro-entreprise. Dans 6 mois, vous n'existerez plus. Pourquoi vous embêter ? Ah oui, il m'a fait ça aussi. Il me l'a fait. Après, il m'a félicité d'avoir tenu. Mais sauf que je lui ai dit, mais très cher monsieur, avec les statuts que j'ai, je ne peux pas m'installer en micro-entreprise. Ce statut m'est proscrit. Oui, tu as des garanties. C'est illégal, c'est ça, ouais. Bah oui. Complètement. Donc, je fais un métier de conseil. Alors oui, je ne suis pas une profession réglementée au sens du notaire, de l'expert comptable, de l'avocat, mais j'ai quand même une chambre qui régule mon activité, qui vient me contrôler. J'ai l'autorité des marchés financiers où je paye une cotisation tous les ans. Je paye au niveau de la CPR, qui est l'autorité de contrôle prudentiel, qui fait partie de la Banque de France aussi. Et je fais des dizaines d'heures de formation chaque année. Donc quand on me dit que ce que je fais, c'est pas légal, que je joue avec les lois, non, je joue pas. Je crée. Je fais votre propre architecture, en fait, grâce aux lois. Et tu réponds quoi aux gens qui te disent « Oui, t'empêches les riches de payer des impôts et du coup, bah, là, le pays n'avance pas, l'hôpital, c'est devenu n'importe quoi, tous les riches se barrent aussi. Et toi, en plus de ça, les gens qui restent, bah, tu fais en sorte qu'ils ne paient pas d'impôts. » Ben oui. Mais oui, mais du coup... Qu'est-ce que je leur dis ? Mais je leur dis à un moment donné, même les personnes qui payent 2 000 € d'impôts peuvent optimiser leur fiscalité, en fait. Même ceux qui en payent 1 000, même 500 €. Clairement. Oui. C'est fait pour tout le monde. Sauf que la France est le premier paradis fiscal. Allez hop. D'accord ? Oui, de tous les pays mondiaux. Bah si, bah oui. Parce que on parle de petits... alors, j'aime pas le mot petit. Mais il faut avoir tes connaissances pour que ça devienne un paradis. Mais bien sûr. Tu vois ? C'est ça le truc. Mais bien sûr, ben, on est là pour ça. Tu vois, par exemple, on parle on est à Paris aujourd'hui. Notre-Dame. L'église Notre-Dame de Paris. S'il n'y avait pas eu tous les riches qui ont fait des dons, avec le dispositif que le gouvernement avait mis en place justement pour aider. Pour défiscaliser, donc avec des personnes comme toi. Ouais. Qu'est-ce qui se serait passé ? Notre-Dame de Paris n'existerait plus. Donc on aurait perdu du patrimoine. Sauf qu'au-delà de garder un édifice culturel important français, qui fait partie de notre patrimoine français, reconnu dans le monde entier, ces personnes-là, ces riches qu'on critique, ils ont permis d'employer des artisans qui ont un métier d'art, d'orfèvrerie, tailleurs de pierre, des couvreurs, des charpentiers, qui ont un vrai savoir-faire qui est unique. Quel autre projet t'as vu de ce type-là ? Côté vraiment très humain, en Guyane, où il y a la communauté des Hmong qui est arrivée après la guerre d'Indochine, où les Français, la France a voulu les remercier, on leur a légué des terres en Guyane. Donc personne n'en voulait de ces terres-là. Et donc du coup, cette communauté des Hmong, elle a décidé, avec les moyens du bord, de défraîchir pour créer leur culture agricole. Et ces personnes-là, donc ce sont vraiment des terres qui sont très retirées de la ville de Cacao, là où elles vont chaque semaine pour vendre leur production. Et donc, j'ai des clients qui investissent pour leur permettre de créer des pistes d'accès avec tous des canaux d'irrigation. Enfin, il y a tout un protocole bien particulier pour qu'ils accèdent plus rapidement de leurs terres agricoles et qu'ils puissent aller facilement à Cacao vendre leur production. Et quand tu vois ces familles de Hmong qui t'accueillent les bras ouverts, où tu manges avec eux, et ils t'expliquent que grâce aux investissements que font tes clients, qu'est-ce qu'ils ont pu réaliser aussi pour eux, mais c'est un impact qui est extraordinaire. Bien sûr. Les enfants vont beaucoup plus à l'école. Ça, j'y ai pensé à ça. Certains font des études, partent en métropole. Il y a une ouverture culturelle et d'esprit qui est là. Et ils deviennent aussi entrepreneurs parce que cette typologie d'investissement, en fait,
c'est eux qui créent tous les travaux. Il y a les experts qui passent tout validé, tout certifié, et c'est une fois que tout est fait que mes clients investissent dans ce type de projet. Et ça, c'est juste extraordinaire, donner du sens. Il y a une phrase que je vais te dire, tu vas me dire ce que tu ressens. Votre patrimoine doit ressembler à la vie que vous voulez. Ah, 100%, mon Dieu. Développe. Ben oui. Thèse, antithèse, synthèse. Oh my God. Ah ouais. Pourquoi ? Comment ? Moi, je dis pourquoi, parce que c'est là où on sera le plus aligné, en fait. Si on écoute Pierre, Paul et Jacques par rapport à leur investissement et leur expérience, parce qu'ils ont investi une fois dans leur vie au travers d'une SCI, il y a 30 ans en arrière, alors qu'on faisait que de ça, il n'y a pas que ça dans la vie, eh ben, on va pas être raccord, on va être en contraction. Et tu vois, comme on n'est pas pareil, on n'a pas les mêmes cheveux, on n'a pas les mêmes yeux, on fait pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes hobbies. Mais on a la même date de naissance quand même. On a la même date de naissance. Exact, ouais. Jour, mois, année. Ouais, un truc de faux. Mais au-delà de ça, on mérite en fait. Chaque être humain mérite d'avoir son propre patrimoine qui lui correspond. Ça me fait vibrer ton truc. Parce que tu te dis, imagine un monde où ton patrimoine ressemble à ton âme, en gros, quelque part. Ouais, c'est ça. C'est fou. C'est tout à fait ça. Et c'est très intéressant parce que je rebondirai sur une chose. J'ai des femmes qui sont indépendantes, soit profession médicale ou chef d'entreprise, qui rêvent d'investir. Ouais. Là, je pense réellement à une cliente qui veut investir depuis 2020, qui se fait brider par son mari. Ah merde. Mais vraiment. Il est jaloux, il veut pas qu'elle s'en aille. Non, c'est pas ça, pas peur qu'elle s'en aille, mais peur qu'elle se fasse avoir. Et du coup, elle est dans l'élan, mais lui, il la sabote. C'est de l'auto-sabotage en permanence, quoi. Et tu réponds quoi à la personne à chaque fois quand elle dit « il faut que j'en parle à mon mari ou il faut que j'en parle à ma femme ?» Alors, qu'est-ce que je dis ? Quand ça concerne vraiment leur business, qu'on travaille là-dessus, quand c'est du perso et qu'ils sont mariés, tout ça, on doit travailler ensemble. Et quand c'est la boîte, je leur demande en fait si le jour où ils doivent faire une intervention chirurgicale, ils doivent aller demander en fait conseil au mari pour savoir comment faire l'opération. Je pense pas en fait. Pareil pour un commerçant qui est en train de négocier un stock avec le représentant, tu vois. Demande pas. Donc pourquoi aller demander autorisation ? Ça c'est très archaïque, c'est très féminin en fait. Tu vois, c'est une réassurance fausse, entre guillemets. C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure à midi quand on mangeait ensemble. Il y a certaines personnes qui ont besoin que ce soit toi, en tant que gestionnaire patrimoine, qui prenne la décision à la place de la personne, pour surtout pas prendre, donc là c'est pareil mais avec le mari, ou la femme, de lui demander de décider à la place, grâce à la survalidation, pour en vouloir à la personne ou pas, en se mettant en victime ou pas, parce que ça fait du bien ou pas, du choix de l'investissement si jamais il se passe quelque chose, plutôt que de s'en vouloir à soi. Exactement. Ouais. Tu sais, on parlait d'histoire de béquilles. C'est exactement ça. Ouais. Mais on nous a tellement mis, tu sais, dans un carcan de petites filles modèles à toujours demander l'autorisation. Et demander l'autorisation pour rien, qu'au final, on continue. Et ça, tu vois, je l'ai compris il y a... C'est récent, ça fait 2 ans que j'ai compris ça. On va dire que mon épisode de divorce professionnel m'a bien fait comprendre ça. Ça m'a acquéré une bonne leçon. Merci la vie. C'est qu'on cherche toujours à se raccrocher. Merci Christophe. Non, je rigole. J'ai pas son nom. Je plaisante. Salut Robert. C'est ça. Mais j'en rigole maintenant, mais j'en rigolais pas encore il y a quelques mois. Tu t'en souviens. Bref, mais... D'ailleurs... Non, je rigole. Non, c'est que pour l'URSSAF quand même. C'est pour l'URSSAF. On est sympa. Sans transition. Dédicace. Mais au-delà de ça, c'est vraiment en fait ancré dans notre ADN en fait. Et tu vois, j'avais certains blocages justement. Moi, il me fallait toujours une béquille masculine. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai perdu mon papa il y a 7 ans ? Est-ce que parce que mon papa a été bridé aussi parce qu'il a toujours voulu entreprendre et on lui a toujours, il a toujours été saboté dans ses projets. Personne n'a jamais cru en lui. Est-ce que le fait d'avoir vu ça petite et du coup ça me bloque ? Je suis la deuxième entrepreneur de la famille et la seule diplômée de la famille, donc c'est un sacré poids, tu vois, pour moi venant d'une famille immigrée italienne. Mais du coup, je me suis dit, mais comment ça se fait que tu as des schémas qui se répètent ? Comme tout le monde,
Comme tes clients, comme toi, comme moi. Et comme donc, Jules. j'ai cherché Ouais. des pistes. Et puis, on m'a parlé de héritage transgénérationnel. Oui. Et là, j'ai fait, attends, moi, je travaille avec les lois, je suis juridique. Et c'est drôle parce que ton programme, il s'appelle Héritage. Exactement. Ouais. C'est vrai. J'adore. C'est vrai, c'est vrai. Elle avait pas encore fait le mais lien. carrément. Ouais. Bah oui. Ah oui, tu travailles avec la personnalité des gens. Bah, ça va avec leur schéma inconscient transgénérationnel aussi. Et en fait, tant qu'on vient pas venir travailler ce point-là, tu sais, il y a des personnes qui travaillent sur la manifestation, l'abondance financière, tu vois, tout. On va faire un petit feu. Qui sont un petit trop là-haut, d'autres qui sont trop en bas. Je pense qu'il y a un équilibre à avoir. Mais tant qu'on va pas travailler sur ça, putain, il n'y a pas de changement. Et en fait, on répète le schéma. Crotte, quand même, on sait jamais. Crotte de biquette. Ouais, t'as dit un gros mot. Oups. C'est pas grave. Crotte de biquette, on répète ces schémas. et c'est là où c'est intéressant. Tu vois, moi, j'avais vraiment le schéma de mes parents qui était en train de se répéter. Problématique de maladie, opération de mon mari à plusieurs reprises, problématique d'impayé, problématique d'huissier, problématique de beaucoup de choses, tu vois. Et puis, tu vois tous les carcans, en fait. Alors que consciemment, t'avais fait tout pour pas avoir ça. Et inconsciemment, bah, y a tout ça qui s'est passé parce que tu choisis ton associé à un moment donné. Alors que mon mari, c'était no way, t'y vas pas jusque. Ouais, parce que c'était pas intuition de dingue, son mari d'ailleurs. Oui, alors qu'il est hyper cartésien. Mais justement, bah oui, c'est parce qu'il est aussi hyper cartésien qu'il a une bonne intuition aussi. Bah oui, c'est pas forcément que émotionnel l'intuition. Tout à fait. C'est instinctif. Oui, pour lui, il fait preuve de logique, je trouve. Oui. Je te défends, Stéphane. Bisous. Voilà. Tout ça pour dire que c'est hyper important de travailler à la fois. Il y a des personnes qui vont travailler uniquement sur leur comportement à l'argent, mais qui vont pas mettre en place toute la structure et continuer à faire l'autruche en n'ouvrant pas les relevés de compte, en ne s'intéressant pas au chiffre d'affaires, en mettant pas un point de pilotage financier au niveau de leur boîte et à titre perso, de travailler sur les projets personnels aussi. Tu vois, moi j'ai commencé à investir dans l'immobilier, j'avais 21 ans. Oui, au final, t'as commencé vachement tôt. Oui. J'ai adoré ça. J'ai flippé ma race. On parlait d'inquiétude, j'ai flippé. Je voulais investir dans un appartement. Mon mari m'a dit non. Alors, il a 6 ans de plus que moi. Alors, à l'époque, on n'était pas mariés, on n'était pas axés. Non, on achète un immeuble avec des travaux parce que j'adore la réno. Ok, alors, chérie, on vient pas tout à fait encore de terminer notre maison qu'on a construite de A à Z. On vient juste d'avoir un bébé. Tu crois que c'est le moment? Ben, en fait, oui, hyper rentable, cash flow de fou. Et on a emprunté en 2011 avec des taux qui étaient à 4,60. Oui. On parle aussi de conditions de taux. C'est les taux qui commencent à revenir ça revient à 5, c'est ça en ce moment? Alors non, on a bien rebaissé. Il y a 2 ans, on était sur des taux qui avoisinaient les 5. Oui. Là, tu vois, sur 20 ans, on est sur des taux à 3,40, 3,60. Ah oui, ça a rebaissé. Ouais. D'accord, ça, je savais pas que ça avait rebaissé. On est en dessous de 4. Moi, j'étais restée là-dessus, mais par sécurité aussi, tu vois. Okay. Mais du coup, qui m'aurait dit à cette époque-là, tout le monde me disait, déjà, n'investis pas dans cette rue, c'est la rue mouroir de cette ville, il n'y a aucun commerce alors que tu achètes avec un commerce. Ça fait 10 ans qu'on a le même commerçant. On a entretenu les biens, on a fait tout ce qu'il fallait. On n'a pas juste mis des locataires et salut, au revoir. Mais aujourd'hui, on a un cash flow de 1 350 € par mois. Quand bien même, on a fait un investissement avec un prêt, avec un taux à 460. Aujourd'hui, c'est un bien qui, il y a 2 ans, on l'avait fait valoriser à 460 000 €, net vendeur, et c'est un bien qui nous a coûté avec travaux 240 000 €. Oui, mais encore une fois, c'est chouette. Crée-toi le patrimoine qui te ressemble. J'adore la déco, mon mari adore les travaux, donc on s'est lancé là-dedans. Quelqu'un qui ne se sent pas de faire des travaux, quelqu'un qui n'a pas la projection de voir comment agencer tout ça, soit il fait appel à des personnes architecte d'intérieur, artisan, et ça va coûter plus cher. Bah oui, là, donc pour la le coup, renta, faut avoir elle diminue. Ouais. Soit tu fais par toi-même, mais en conscience. Et qu'est-ce que tu t'es dit quand les huissiers sont venus? J'ai dit merde, le schéma se répète. Ah, c'est vrai, tu t'es dit ça tout de suite? Et je me suis dit, c'est intéressant. Surtout que tu fais quand même les démarches nécessaires. Oui, c'est ça. C'est ça qui est extraordinaire parce que mon mari a eu d'énormes soucis de santé avec des grosses opérations
fin 2023, j'ai fait les modifications début janvier puisqu'il était inapte à travailler. Donc, on a fait les modifications de son entreprise en EURL, on l'a passé en SASU. Plus qu'il y ait les cotisations URSSAF, le temps de voir qu'est-ce qu'il en était. Donc, vraiment, on a tout fait dans les temps et en heure avec l'expert comptable qui a été topissime, si tu nous entends. Mais au-delà de ça, l'URSSAF continue à venir taper à la porte, sauf que bon, c'est pas eux qui viennent, c'est les huissiers qui débarquent et tu dis non, mais il a un arrêt maladie, on a changé les statuts début janvier 2024. Ils avaient toujours pas pris en compte le changement en fait. Ouais, parce qu'il y a un temps aussi administratif. Mais c'est en année, enfin c'est en paire d'années. Bah, c'est pour ça que moi je pourrais pas faire ton métier. Et de l'autre côté, t'as l'huissier qui vient toquer à la porte qui te dit bon ben en fait on vous saisit. Alors c'est pas on vous saisit les voitures, c'est que on vous bloque la vente de vos voitures. Voilà. Ce sont des choses comme ça. C'est du concret, c'est réel. Pourtant, t'es entrepreneur, t'es conseiller en gestion de patrimoine. Là, je me mets à nu devant vous. C'est pour vous dire que si je suis capable de pouvoir accompagner les entrepreneurs, c'est autant dans la caca. Parce que clairement, je peux vous assurer que quand on est dans des situations comme ça, le banquier avec leur système d'algorithme, il ferme les portes. Oui, bah, bien sûr. Ouais, voilà. T'es plus éligible à son consentement. Non. Il est plus consentant. C'est bizarre. Il veut plus. Il y a des banquiers qui sont là quand même pour écouter, pour comprendre et mettre en place des dispositions. Attention, il y en a. Mais dans le lot, il y en a certains. Mais ils n'ont pas le choix. C'est ce dont tu parlais là tout à l'heure, la pression qu'il y a au-dessus d'eux, quoi. C'est exactement ça. Ils sont obligés de se couper de leurs émotions parce que sinon ils donneraient à tout le monde, même la personne qui est dans la rue à côté, quoi. Alors que tu vois, je discutais avec ma coiffeuse qui est entrepreneur depuis 30 ans, qui a fait une reconversion professionnelle et elle a eu un de ses locales qui a brûlé, qui a pris feu. Ça, c'était avant le passage en 2000, donc ça remonte un peu. Elle s'est retrouvée en fait avec le banquier qui lui a dit je t'ouvre un crédit, une ligne de crédit de la valeur de 150 000 €, 1 million de francs à l'époque. Ouais. Comme ça. Je lui dis mais je peux pas rembourser, comment on va faire? Mais dans tous les cas, je suis plantée. Donc soit je te sors cette ligne de crédit là pour que tu puisses repartir, restructurer et en l'étale de manière à ce que tu puisses relancer ton activité parce que tu as de la demande et que les clients sont là, soit on plie tout et je vais plus perdre, j'ai plus à perdre à fermer les verrous que à te prêter de l'argent. Ouais. Et au final, elle a restructuré les choses et ça s'est très bien passé. Super. Elle a pu conserver ses salariés. C'est là aussi le partenariat. Je pense qu'avant tout, finalement, trouver les professionnels, c'est trouver des partenaires avant tout. Que ça soit dans n'importe quelle sphère de la vie d'une entreprise. Ouais, parce qu'il y a des sphères qui se disent ouais, mais moi j'ai pas le droit, gestionnaire de patrimoine, j'ai pas le droit moi encore. Ouais, c'est comme si aujourd'hui tu disais j'ai pas le droit de conduire, tu vois. Non, il y en a, ils devraient pas avoir le droit, mais... Oui, non, ça on est d'accord. Mais je pense que si justement tous les conseillers en gestion de patrimoine devaient passer les habilitations comme j'ai dû passer, il y en aurait moins. Oui. On est bien d'accord. On est bien d'accord. D'ailleurs, on parle des vieux de la veille. Oui. De la veille. Non, de la vieille. De la vieille. Parce que la veille, moi, j'ai pas vu de vieux. Les vieux de la vieille et de leur expérience. Ouais. J'ai été... on en a discuté hier avant de se retrouver. Donc la veille. La veille. Voilà, cette fois-ci. C'est ça. Et j'ai une cliente, une prospect, qui était prête à passer à l'action pour mettre en place tout un travail d'optimisation fiscale, URSSAF, développement de patrimoine, optimiser les charges, tout ça. Tu m'en as parlé, en effet. Et elle était prête, hein. Oui. Et en fait, elle m'a dit, non, parce que votre petite collaboratrice, c'est une junior. Oui. Et que moi, j'ai pas confiance aux juniors parce que je me suis déjà fait avoir par un avocat fiscaliste qui avait relayé aux juniors. J'ai dit, mais pourquoi vous voulez pas donner la chance aux jeunes? Ah, mais c'est pas que je veux pas leur donner la chance, mais pas pour mon dossier, en fait. Qui me dit que... Je dis, écoutez, je vous fais un courrier, je vous explique que je vous fais un mail, vous disant que c'est moi qui... C'est toi qui valide derrière les grosses décisions, mais je valide tout. Bah oui. C'est arrivé déjà que tu me dises, ma collaboratrice a fait un super boulot, mais je suis passée derrière pour pouvoir valider. Mais bien sûr. Et revoir certaines choses qui étaient encore optimisables et encore plus. Ouais. C'est comme quand tu vas à la pharmacie. C'est comme si le comptable, il n'était pas content qu'on remplisse ses lignes. Ouais. Sauf que tu peux remplir ton tableau avant lui. C'est ça. Parce que tu copies en gros ce qu'il y a sur le compte bancaire, donc c'est pareil.
C'est comme s'il le voulait pas en PDF, en écrit et qu'il le voulait en papier imprimé et pour le réécrire lui-même. Bon, il y en a, ils fonctionnent encore comme ça, 2026, mais... Ouais, le mien, il aime bien les papiers aussi. Mais c'est comme quand tu vas à la pharmacie et que tu as la préparatrice ou la pharmacienne qui te délivre les médicaments liés à l'ordonnance et que tu as l'autre personne qui contrôle. Oui. C'est exactement la même chose. Ouais. Bon, c'est déjà arrivé que tu te retrouves avec un truc un peu bizarre à la pharmacie, quand même. C'est vrai ? Ouais. D'accord, ça m'était pas arrivé. Moi, ça m'est arrivé qu'une seule fois. Ouais. Erreur et humaine. Non, mais un vaccin, s'il te plaît. Waouh. Là, c'est chaud. Je suis arrivée, en plus pour ma fille, je suis arrivée chez le docteur, heureusement qu'il a regardé. Hein. Il regarde et tout. Il dit, c'est pas... J'entends bougonner, tu sais, parler dans sa barbe. Un vieux de la vieille. Ouais. Oui, parce que c'était d'ailleurs le médecin de mes grands-parents qui ont fait plus de 100 ans. Donc oui, il est en place depuis longtemps. Et je l'ai entendu râler. Et puis, je sais pas, je me suis dit, je me fais enguirlander, qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, mais c'est pas possible, donnez-moi l'adresse de la pharmacie, je dois téléphoner et tout. Et la fille, en fait, elle s'est excusée après derrière parce que c'était couré de vaccins. Et en effet, il aurait pas regardé, il aurait injecté ça dans... Mais comme tu dis, il aurait pas fait le contrôle dont tu parles. En effet, oui, c'est à toi de rien laisser passer. Ah oui, nous, quand on... Et ça te permet de prendre un peu plus de recul, même, parce que du coup, t'as pas la tête dans le guidon à écrire toutes les petites lignes. Aussi. Exactement. Et puis, on lit tous les actes. Hein. Combien d'actes juridiques faits par des avocats, des notaires, on a récupéré. Je dis pas qu'on est infaillible, hein, puisque l'erreur est humaine aussi, mais oui, on en a récupéré des choses. Donc, je pense qu'à un moment donné, mais ouvrez-vous, en fait, je sais pas... ouvrez vos chakras par rapport aux finances, en fait, par rapport à l'argent. C'est important. Arrêtez, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec le passage à l'euro, on se retrouve avec un pouvoir d'achat qui a été divisé en 3. Hein, donc, c'est bien, les personnes qui ont gardé leurs 10 000 ou leurs 30 000 euros en liquidité bancaire. Aujourd'hui, ça en vaut moins de 10 000 par rapport à 30 000 en 2000. Et ce qui va se passer, c'est que dans les 15 prochaines années, ça va être encore divisé par 3. Donc, la France est en crise économique, limite récession. Clairement, le jour où toute la génération des papy-boomers va décéder, c'est eux qui portent 1000 milliards d'épargne bancaire. C'est énorme. Les économistes prévoient que dans les 5 années qui suivront, ces 1000 milliards seront délapidés parce que les enfants ou les petits-enfants n'ont eu aucune éducation financière. Mais ils avaient dit que pendant le Covid, comme ils avaient empêché aussi les gens de consommer n'importe comment, ils n'avaient jamais vu de compte aussi plein à craquer. Collecte record. Ouais, collecte record. Et on en a eu une autre en 2023, justement avec la remontée des taux. De nouveau, collecte record. Après, moi, depuis que je travaille, j'ai connu 3 crises économiques. Je sais pas, on s'en est remis. Les gens continuent à investir. Enfin, faut arrêter de vivre dans cette peur. Et puis, franchement, arrêter de suivre le JT de la 1, la 2, la 3, la 6, BFM TV toute la journée. Qui tourne en boucle. Qui tourne en boucle et qui vous met dans une angoisse permanente. De peur. Et c'est comme une sorte de doctrine, en fait, parce que vous écoutez inconsciemment, votre cerveau enregistre ces schémas de peur en permanence. Puis tu vois le schéma, c'est immigration, virgule, sécurité, virgule, bon après je parle un peu plus de CNews quand même, sécurité, virgule, viol dans les caves, virgule, cité, virgule, islam, enfin, dans la même phrase, t'as l'impression que la personne elle t'a parlé de 10 sujets totalement indépendants les uns des autres dans une même phrase pour les relier. Et si ça s'appelle pas de la stigmatisation, je sais pas ce que c'est, quoi. C'est ça. Et puis, remettez de la priorité quand vous utilisez votre carte bancaire, en fait, ou votre téléphone en mode de paiement sans contact. Parce que je faisais un constat, même dans les petites villes de banlieue, j'ai jamais vu autant de boulangeries, autant de malbouffants, de kebab, de McDo, Burger King. Après, il y a beaucoup de choses elles-ci aussi. Oui. On a tout autant. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que des générations avant, je veux pas faire la vieille, mais au final... Mais tu l'as fait quand même. Mais j'assume, 40 ans, j'assume. Vas-y. Avant, tu prenais le temps en famille de préparer des repas. Oui. De partager des moments en famille. Ah oui, les trucs transformés tout près, je suis d'accord avec toi sur ça. Et au final, flemme. Oui. Flemme. Mais au final, tu fais quoi ? Tu vas acheter.
Oui. à l'extérieur, avec des coûts qui sont beaucoup plus élevés que si tu avais confectionné toi. Alors je dis pas, tu te fais plaisir de temps en temps, mais des personnes qui ont des listes j'ai eu des clients qui avaient des dépenses Uber Eats pour 1000 balles par mois. Oh oui. Ah oui, quand même. Oui. Ouais. Parce que flemme de faire manger, beaucoup trop de travail. Donc, au-delà de l'argent, c'est comment tu manges, ton hygiène alimentaire, passe pas de temps en repas avec les enfants. C'est tout ce qui en découle, en fait. Ah non, mais ça t'hypnotise totalement, ce qu'il raconte. Ouais. Donc, au final... L'environnement. Ouais. C'est important. S'entourer des bonnes d'experts qui vont être là de manière impartiale. Investissez. C'est pas un coût. Quand on fait économiser 73 500 € d'impôts et d'URSSAF pour un de nos clients et qui pourtant est super bien accompagné, qui a toute la batterie des conseils, sauf nous, qui nous avait pas encore, et 250 000 € de droits de succession, oui, c'est ce que tu as fait avec lui. C'est ce que j'ai fait, c'est ce qu'on a fait avec l'équipe, c'est la stratégie qu'on a bâtie pour lui, en un an. Donc, c'est pas qu'une année, c'est aussi sur le long terme. Cette année, il économise ça, l'année prochaine, il va les économiser aussi. Oui. J'ai une cliente depuis 2021, elle économise 25 000 € d'impôts par an. C'est super. 2021, 2022, 23, 24, 25, 26, 6 ans. Waouh. Ouais. Plus de 120 000 € d'économie. T'imagines les vacances que tu peux faire à la place ? Truc de fou. Plus de 120 000 € d'économie. Tu vois, je pense vacances, mais investissement, mais aussi parce que on est là pour profiter. Voilà, non, c'est sûr. On est là pour profiter. Ah, c'est sûr. Ouais. Dans la stratégie, c'est aussi qu'est-ce que tu as envie de faire et apprendre à te payer en priorité. Qu'est-ce que tu veux faire avec cet argent-là plutôt que de je paye d'abord mes factures, je paye mon crédit. Parce que les gens disent qu'ils n'ont pas d'argent. Par contre, il y en a beaucoup qui toujours vont dire ah ouais, j'ai pas d'argent. J'ai le dernier téléphone. J'ai le dernier iPhone. Ouais. Ou alors ah ouais, mais j'ai refait un crédit pour ma voiture. Mais là, par contre, tu peux l'assumer l'échéance du crédit. Oui, mais c'est pas pareil. Parce que quand on veut, on peut. Oui, mais ça, c'est une question d'émotionnel. Ah non, tu sais, quand tu rencontres une personne et que tu veux vraiment travailler avec, t'attends même pas le devis pour savoir si tu vas bosser avec. Si tu veux vraiment, à peine tu vois la personne, tu te dis, elle, je veux. Donc, si les personnes veulent rejoindre la méthode héritage, qui est 100% personnalisée. Voilà, pour moi, c'est pas une méthode avec faites 3 trucs. Prenez une douche le matin, mangez ça à midi, éteignez la télé, ok, ça on est bon, mais ce sera pas là-dedans. Ils font les choses à votre place, c'est une vraie idée délègue, quoi. C'est eux qui appliquent la méthode héritage pour vous, c'est pas à vous d'être gestionnaire en patrimoine expert en finance. Ah oui, on vous allez pas apprendre, ça fait 21 ans bientôt que j'y suis. Ouais. C'est ça. C'est pas en quelques mois qu'on apprend tout ça, mais par contre, on va vous apprendre vraiment à avoir une meilleure relation avec l'argent, apprendre à avoir les bons mécanismes pour investir et pour mieux vous rémunérer, pouvoir être acteur de vos décisions financières. Et nous, on est là vraiment en délégation d'experts et on est là pour vous éduquer financièrement au fur et à mesure des mois et des années. Donc on est d'accord que c'est pas un doublon avec le banquier, c'est pas un doublon avec l'expert comptable, c'est pas un doublon... C'est une corde de plus à notre arc. Qui n'est pas négligeable. Non, on devrait tous avoir un conseiller en gestion de patrimoine au même titre que dans les pays nordiques ou anglo-saxons. Toute famille a son conseiller en gestion de patrimoine. Classe. Donc, ayez un conseil, que ça soit moi ou quelqu'un d'autre, on s'en fout. On est les meilleurs, mais c'est vraiment ça. Trouvez vraiment la personne qui vous correspond, en fait. Et si on veut un audit, c'est-à-dire qu'on veut te donner tous nos papiers pour que tu puisses étudier un peu, comment ça se passe ? Alors, il suffit de cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Chaque fois, il montre en haut, mais ce sera souvent en dessous. Par ici. Pour prendre rendez-vous. Et puis, l'un des membres de l'équipe et moi-même, on aura le plaisir et la joie de vous accueillir lors d'un premier rendez-vous stratégique pour lequel vous allez pouvoir déjà toucher du doigt les économies que vous allez pouvoir réaliser et réinvestir pour créer votre richesse personnelle et ce patrimoine qui correspond à vos valeurs.